On dit que les enfants ont des amis imaginaires. Léon, mon petit garçon de 6 ans, lui, en avait un bien réel. Ou du moins, c'est ce que sa grand-mère, ma propre mère, prétendait. Tout a commencé par de simples dessins. Des petits hommes aux yeux vides, cachés dans les arbres, à côté de Léon sur le toboggan, flottant près de son lit. On habitait à la campagne, près d'une grande forêt. J'étais veuf, ça n'a jamais été facile, mais le sourire de Léon éclairait mes jours. Puis, il a commencé à parler à quelqu'un ou quelque chose. Je l'entendais chuchoter dans sa chambre, des rires étouffés en pleine nuit, et il disait toujours le même nom, Sylvestre. J'ai d'abord pensé à un camarade, mais il assurait que Sylvestre vivait dans les bois. Un soir, il m'a supplié de le laisser aller jouer avec lui. J'ai refusé, bien sûr. Qui laisserait un enfant seul dans une forêt sombre ? Mais Léon a insisté, les larmes aux yeux, me disant que Sylvestre était seul, qu'il avait besoin de lui. Ça m'a mis mal à l'aise, ce truc. Une angoisse, comme un mauvais pressentiment. Ma mère, elle, était enchantée. Elle me disait que c'était normal, que les enfants ont besoin d'un ami, réel ou non. Mais quelque chose clochait. Léon changeait. Il devenait plus silencieux, plus distant. Son regard, autrefois si pétillant, se voilait d'une tristesse que je ne comprenais pas. Un jour, je l'ai surpris devant le miroir, murmurant des mots que je ne connaissais pas. Du latin, me dira plus tard mon ami Gabriel, prêtre à la paroisse. Il connaissait ça, lui. Ça m'a glacé le sang. Un soir, il n'est pas rentré. J'ai cru mourir. J'ai cherché partout, appelant son nom à travers la forêt, le cœur déchiré par la peur. Ma mère, étrangement, restait calme. Elle me disait de ne pas m'inquiéter, que Léon était entre de bonnes mains. De bonnes mains, celles d'un ami imaginaire? J'ai senti la colère monter en moi, une rage froide qui me poussait à agir. J'ai alors décidé de partir à la recherche de ce Sylvestre, de cet ami invisible qui avait volé mon enfant. Je devais ramener Léon à la maison, quitte à affronter l'inconnu. Je suis parti à l'aube, armé d'une lampe torche, d'une hache et d'une détermination sans faille. La forêt était sombre, hostile. Les arbres se dressaient comme des spectres, leurs branches nues griffant le ciel. J'entendais des craquements, des chuchotements, des bruits étranges qui me glaçaient le sang. J'ai suivi les traces de Léon, de petites empreintes dans la terre humide. Elles m'ont mené au cœur de la forêt, à un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Un cercle de pierre, comme un ancien lieu de culte. Au centre, un arbre immense, ses racines tordues plongeant dans le sol. C'est là que je l'ai vu. Sylvestre. Il était assis au pied de l'arbre, dos à moi. Un enfant à peine plus âgé que Léon. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Une pâleur maladive, des yeux noirs et profonds et un sourire qui ne lui appartenait pas. Il portait les vêtements de Léon. J'ai senti la colère bouillonner en moi. J'ai avancé, la hache serrée dans ma main. Partie 4. Sylvestre, ai-je crié. Il s'est retourné lentement, son sourire s'élargissant. J'ai vu Léon à côté de lui, les yeux vides, comme hypnotisé. « Rends-moi mon fils !» Sylvestre a ri, un rire aigu et grinçant qui m'a hérissé les poils. Il est bien ici, il est heureux, nous sommes amis. Il n'a rien à faire ici, c'est un enfant. Il est à sa place. Ici, il comprendra le vrai sens de la vie, de la mort, de tout. J'ai levé la hache, prête à frapper. Mais je n'ai pas pu. Il y avait quelque chose dans son regard, une tristesse infinie qui m'a désarmé. Il avait l'air si seul, si perdu. « Qui es-tu » ai-je demandé, la voix tremblante. Son sourire s'est effacé. « Je suis
celui qui attend, celui qui guette, celui qui prend ce qu'on lui refuse. Avant que je puisse réagir, il a tendu la main vers Léon. L'enfant s'est levé et a marché vers Sylvestre, comme un automate. Partie 5. J'ai voulu l'arrêter, mais j'étais paralysé. Sylvestre a murmuré des mots en latin, des incantations anciennes qui résonnaient dans la forêt. L'arbre au centre du cercle s'est mis à trembler, ses racines se tordant et se contractant. Une lumière verte a jailli du sol, enveloppant Sylvestre et Léon. J'ai hurlé, suppliant Sylvestre d'arrêter, de me rendre mon fils, mais il n'a pas écouté. La lumière est devenue plus intense, plus aveuglante. J'ai fermé les yeux, incapable de supporter cette vision infernale. Quand je les ai rouverts, Sylvestre et Léon avaient disparu. Il ne restait que l'arbre, son tronc moirci, ses branches dégarnies. J'ai senti le désespoir m'envahir, une douleur lancinante qui me transperçait le cœur. J'avais échoué, j'avais perdu mon fils, mais je ne pouvais pas abandonner. Je devais le retrouver, même si cela signifiait affronter les ténèbres les plus profondes. Partie 6. J'ai passé des jours à errer dans la forêt, à chercher le moindre indice, le moindre signe de Léon. J'étais épuisé, affamé, au bord de la folie. Ma mère, elle, était partie. En voyage, disait-on. Mais je savais qu'elle était mêlée à tout ça. Elle savait ce qu'était Sylvestre, ce qu'il voulait. Un soir, alors que j'étais assis au pied d'un arbre, désespéré, j'ai entendu un chant. Une mélodie douce et triste, une berceuse que je reconnaissais. C'était la voix de Léon. J'ai suivi le chant, me frayant un chemin à travers les ronces et les broussailles. Il m'a mené à une clairière, un endroit paisible et lumineux. Au centre, une cabane faite de bois et de feuilles. Une fumée légère s'échappait de la cheminée. J'ai senti une lueur d'espoir renaître en moi. J'ai avancé, le cœur battant la chamade. J'ai frappé à la porte. Un silence. Puis elle s'est ouverte. Une femme, jeune et belle, se tenait devant moi. Ses yeux étaient d'un vert profond, son sourire doux et accueillant. « Vous cherchez quelque chose, monsieur ?» a-t-elle demandé, sa voix mélodieuse. « Je cherche mon fils, Léon. Il a disparu. » Son sourire s'est effacé. « Léon ? Il n'y a pas de Léon ici. Vous devez vous tromper d'endroit. »« Non, il est ici. Je l'ai entendu chanter. » J'ai voulu entrer, mais elle m'a bloqué le passage. « Je vous en prie, monsieur, partez, vous ne trouverez rien ici. » J'ai insisté, la suppliant de me laisser voir. Elle a fini par céder à contre-cœur. « Très bien, mais ne faites pas de bruit, il dort. » Elle m'a fait signe de la suivre à l'intérieur. La cabane était petite, mais chaleureuse. Une odeur de pain chaud flottait dans l'air. Dans un coin, un lit recouvert d'une couverture épaisse. C'est là que je l'ai vu, Léon. Il dormait paisiblement, son visage serein. J'ai voulu le réveiller, le prendre dans mes bras, le ramener à la maison. Mais la femme m'a retenu. Laissez-le dormir, il a besoin de repos. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, méfiant. Elle a soupiré. « Je suis celle qui protège, celle qui veille, celle qui recueille les âmes perdues. » Les âmes perdues? Oui, les enfants qui ont été oubliés, abandonnés, ceux qui n'ont plus personne. J'ai regardé Léon, son visage paisible. J'ai compris. Il était heureux ici. Il avait trouvé un foyer, une famille. Mais je ne pouvais pas l'abandonner. Il était mon fils. Je veux le ramener à la maison, ai-je dit, la voix ferme. La femme a secoué la tête. Ce n'est pas possible. Il est trop tard. Il ne vous reconnaîtrait plus. C'est faux. Il est mon fils. Il se souviendra de moi.
J'ai voulu m'approcher de lui, mais elle s'est interposée. Ne faites pas ça, vous allez le briser. Partie 9. Le briser commença. La femme m'a regardé avec tristesse. Il a oublié la douleur, la solitude, le vide. Il a reconstruit sa vie ici. Si vous le ramenez, vous allez tout détruire. J'ai hésité. Elle avait raison. Léon avait l'air si heureux, si paisible. N'était-ce pas cela le plus important, son bonheur? Mais je ne pouvais pas me résoudre à le laisser ici. Il était une partie de moi, la chair de ma chair. Je ne sais pas quoi faire, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. La femme a posé sa main sur mon épaule. « Je vais vous aider », a-t-elle dit, sa voix douce et rassurante. « Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. » Elle m'a conduite à l'extérieur, dans un petit jardin. Au centre, une fontaine, son eau claire et scintillante. Cette fontaine, a-t-elle dit, est en portail. Elle peut vous emmener là où vous voulez aller, mais vous ne pourrez jamais revenir. Là où je veux aller, qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a souri. Cela veut dire que vous pouvez choisir. Soit vous restez ici avec Léon et vous oubliez votre ancienne vie, soit vous partez et vous le laissez à son bonheur. Mais si vous choisissez de rester, vous devrez accepter les règles de cet endroit. Vous devrez devenir comme nous. Partie 10. Devenir comme eux. Qu'est-ce que cela voulait dire? J'ai regardé la femme, ses yeux verts et profonds. J'ai compris. Elle était comme Sylvestre, une âme perdue, errant dans les limbes, attendant que quelqu'un vienne la rejoindre. J'ai regardé Léon, dormant paisiblement dans son lit. J'ai pris ma décision. J'ai dit à la femme que je ne pouvais pas rester, que je devais partir. Elle a soupiré. Je comprends, vous êtes un homme bon, mais vous allez le regretter. Elle m'a conduite à la fontaine. J'ai plongé ma main dans l'eau froide et claire. J'ai senti une force étrange m'attirer vers le fond. J'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, j'étais de retour dans ma maison. Tout était comme avant, sauf une chose. Il n'y avait plus aucune trace de Léon, ni photo, ni vêtements, ni jouets, comme s'il n'avait jamais existé. Ma mère, elle, était revenue. Elle m'a accueilli avec un sourire, comme si rien ne s'était passé. Je lui ai demandé où était Léon. Elle m'a regardé, confuse. « Léon? De qui parlez-vous? Vous n'avez jamais eu d'enfant, mon chéri. » J'ai compris. J'avais fait mon choix. J'avais sacrifié mon bonheur pour celui de mon fils. Mais à quel prix? J'étais seul, sans souvenir, sans passé. J'avais tout oublié, tout sauf son nom, Léon. Et parfois, la nuit, j'entends un chant, une mélodie douce et triste, une berceuse oubliée. Et je sais qu'il est là, quelque part, dans cette forêt sombre et mystérieuse. Et je sais aussi qu'il est heureux. Mais ce bonheur a un goût amer, le goût du sacrifice, de l'oubli, de la perte. Car on ne peut jamais vraiment échapper à son passé. Il revient toujours nous hanter, comme un ami imaginaire qui refuse de s'en aller. La vie, parfois, nous force à des choix terribles, et on se demande si on a fait le bon. Et dans ces cas-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne réponse, juste